Bonsoir les enfants, amateurs d'horreur et de cire naturelle. C'est Cliclo le clown. Pou 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 pou. Pour un nouvel épisode de Nuit d'horreur. Désolé si je cache à nouveau mon visage défiguré derrière ce masque horrible. Mais mon malheureux corps n'est pas totalement matérialisé. Ça prend beaucoup de temps. Vous savez, de rentrer à nouveau dans son corps matériel quand on est un spectre, et surtout de lui donner suffisamment d'énergie pour se régénérer, de passer de l'état de momie à l'état de corps à peu près acceptable. Mais bon, hein, personne n'est parfait, encore moins moi, pauvre petit clown fantôme. Bref. Je vais donc vous lire deux autres histoires de ce magnifique livre de Pierre Bellemare et de Jean-Marc Épinou qui s'intitule « Ils ont vu l'au-delà ». Les aventuriers du XXe siècle. C'est, d'après eux, 60 histoires vraies. Et je vous en laisse seul juge. Avant de vous lire les histoires, je vous conseille de vous plonger dans le noir le plus total, de brancher vos petits écouteurs dans vos petites oreilles et d'écouter attentivement ces petites histoires que je vais vous raconter. Elles vont vous faire frémir, vous prendre dans un monde d'horreur. Vous allez vous chier dessus, péter d'effroi. Bref, sans plus attendre, je vais vous lire la première de ces deux histoires qui s'intitulent « La Villa des monstres ». La Villa des monstres. Si vous êtes un amoureux de l'Italie, et plus particulièrement de la Sicile, vous aviez peut-être parcouru cette île qui recèle 1000 merveilles. Au printemps de préférence, pour que la Sicile s'offre à vous comme un énorme bouquet de fleurs. Et si vous avez visité la Sicile, vous êtes peut-être arrêté à Baghera, au sud de Palerme. Baghera est loin de la mer et un peu à l'écart des circuits classiques, mais elle attire, bon an mal, en quelques milliers de touristes. Son principal attrait, c'est la villa Palagonia. Dès qu'un autocar de visiteurs s'arrête devant la villa, on entend toujours les mêmes commentaires. C'est un vrai collection de monstres ici. Non mais, regardez-moi celui-ci, et celui-là, il est encore plus laid. C'est à avoir des cauchemars toute la nuit. D'autres se montrent moins sensibles. En tout cas, on peut dire que cela sort de l'ordinaire. Cela date de quelle époque? Et qui est-ce qui a fait construire ça? Le guide s'empresse de répondre aux questions en racontant la terrible légende de la villa Palagonia. Mais s'agit-il bien d'une légende? Mesdames et messieurs, vous êtes ici dans le parc de la villa de Palagonia, dite Villa des monstres. Elle fut construite sur l'emplacement d'un domaine plus modeste par Don Francesco Ferdinando Galarnia, prince de Palagonia. Ce noble sicilien était le chambellan de Sa Majesté Charles III, roi de Naples et de Sicile, sous le nom de Charles VII. Charles VII est né à Madrid en 1716, il y est mort en 1788. Il a régné sur la Sicile de 1734 à 1759. Le guide reprend son souffle tout en pénétrant dans la villa. Enfin, ce qu'il reste de ce palais qui a dû être splendide. Don Francesco Ferdinando Gravina était connu dans toute la Sicile pour sa laideur proverbiale. Dès son jeune âge, il était gras et chauve. En plus, il était affecté d'une libosité énorme qui le rendait bossu. On le surnommait le chameau. Mais ce n'est pas tout. Le groupe de touristes se fit attentif.
que pouvait-il donc avoir de plus pauvre Don Francesco Ferdinando? N'était-ce pas suffisant comme ça? Une jeune fille intervint. Il était peut-être affreux, mais il avait les moyens pour se faire construire un palais de cette dimension avec toutes ces affreuses statues. Le guide poursuit sans relever la remarque. Non seulement il était gras, bossu, mais son visage était un chef-d'œuvre de disgrâce. Il imaginait une figure tout en longueur comme une lame de couteau. Sur ce visage étroit, la nature ou Dieu le Père avait jugé bon de greffer un nez énorme, rouge et gonflé. La peau de son visage avait été marquée d'une manière indélébile par la petite vérole. Quelqu'un du groupe lance pour détendre l'atmosphère rien de petit chez les grands. Mais les touristes sont fascinés par le récit du guide qui continue en ménageant ses effets. Ce malheureux Don Francesco Ferdinando possédait pourtant de magnifiques yeux bleus. Ah, tant mieux, soupire une dame. Hélas, ces deux yeux ne regardaient pas dans le même sens. Don Francesco Ferdinando gravina louché à faire peur. Le groupe reste songeur. Le guide continue. Quand il arrive à l'âge de 42 ans, Don Francesco, malgré sa laideur, tomba amoureux. Jusqu'à là, il n'avait jamais songé à s'unir sa personne. Qui aurait voulu de lui, même parmi les princes les plus laids de l'Italie? Et voilà qu'il tomba amoureux d'une jeune fille Palerme. C'était la fille d'un petit commerçant. Il l'avait croisée par hasard en se rendant aux cérémonies de la fête de Dieu ou du Saint-Corps du Christ. Quand il la vit, Don Francesco dit « Voilà que celle-ci sera ma femme ». La jeune fille se nommait Maria Gnocchi. Elle était effrayée et à l'honneur qui lui était échoit. Comment pourrait-elle imaginer se retrouver entre les bras d'un tel monstre? Devant ses réticences, Don Francesco plaide dans sa cause. N'ayez pas peur de moi, je suis laid, mais mon cœur est bon. Et puis je suis riche, puissant. Entre mes bras, vous oublierez ma laideur. Vous serez une des reines de la Sicile. Maria Gnocchi ne peut se répondre. Elle secoue simplement la tête en signe de dénégation. La terreur que lui inspire l'aspect de Don Francesco lui coupe la parole. Mais Don Francesco possède les moyens de persuader le père de Maria Gnocchi. Et le 12 juin 1747, les nobles sont célébrés. Tous les nobles assistants et remarquent les yeux rougis de la larme de la pauvre Sicilienne, alors que la fête somptueuse qui eut lieu dans la villa de Baghera et où le duc de Messine, cousin de Charles VII, représente le roi. Immédiatement après la fête, les époux partent en voyage de noces à Rome. Un impatient demande « Et alors ?» Et alors, durant son voyage de noces, Don Francesco se rend compte du succès de sa trop belle femme. Il en devient jaloux et demande comment retenir un tel trésor. Il convoque alors les sculpteurs les plus talentueux de Sicile, qu'ils soient italiens, allemands ou même espagnols, et leur commande toute une série de statues monstrueuses. Chacune doit être le portrait d'un monstre encore plus répugnant que lui-même. Les artistes sont enfermés dans la villa avec à disposition des tonnes de marbre, de Carrare. Pour retrouver leur liberté, ils doivent sculpter sans relâche. Au bout de quelques mois, Don Francesco possède des dizaines de monstres qu'il fait installer tout autour de sa villa. Il remplit les chambres, les couloirs, les toits de son palais, mais ce n'est pas tout. Le guide reprend son souffle. Sous l'effet de sa jalousie obsessionnelle, Don Francesco est pris d'une folie morbide. Il cherche à s'entourer d'œuvres de plus en plus répugnantes et macabres. Les tables des salons sont des tombeaux. Les pendules figurent des femmes éventrées, des monstres mi-humains, mi-animaux sont disposés partout. Un véritable cauchemar en marbre blanc. Il fait enfin exécuter un buste de Maria Gnocchi, où elle est représentée à demi dévorée par des vers et des insectes. Puis, une nouvelle idée lui vint. Sous le coup de l'émotion, plusieurs personnes
éprouve le besoin de s'asseoir. Le guide poursuivit imperturbable. Don Francesco fit supprimer tous les miroirs de son palais et les fait remplacer par des glaces déformantes. Maria Gnocchi n'ait même plus la consolation de contempler sa propre beauté. Toujours à l'affût d'une nouvelle folie, il décide de faire sculpter un homme appelé de 2 têtes de bouc. Il choisit comme modèle Giamono, un berger des environs. Un jeune homme d'à peine 20 ans, mais Maria Gnocchi, en voyant le jeune homme blond et musclé, en tombe amoureuse. Elle a besoin de connaître d'autres caresses que celles de son monstre de mari. Alors l'inévitable a lieu. Elle se donne au joli Giacomo. Elle connaît le bonheur pour la première et dernière fois. Il y a eu des surprises, demande quelqu'un. Oui. Prévenu par on ne sait qui, Don Francesco surgit dans la chambre de la belle Maria Gnocchi et surprend les 2 amants en flagrant délit. D'un seul coup d'épée, il tranche la tête du pauvre Giacomo. Puis, il resserre ses grandes mains sur le cou de la pauvre Maria Gnocchi. Mais ensuite, Don Francesco Ferdinando Gravina est inconsolable de la mort de son épouse. Il se suicide d'un coup de pistolet, quelques mois plus tard, au pied d'une statue qui la représente. Depuis cette époque-là, la villa des monstres a la réputation d'être aussi la villa du malheur. Les légendes commencent à se répandre. On raconte que des marins en goguette disparaissent en mer après avoir, la veille, brisé une statue. On ne trouve plus de jardiniers pour entretenir le parc de la villa. Pourquoi donc, avec tout le chômage? Simplement parce que tous les jardiniers qui sont employés à maintenir le parc en état meurent de toutes les maladies mystérieuses, à avoir d'abord 45 ans. L'âge même auquel Don Francesco a mis fin à ses jours. Mais vous-même, monsieur, le guide, n'avez-vous pas peur de succomber à la malédiction? Non, je porte toujours sur moi la médaille bénie de Saint Rosalie. Elle me protège. C'est pourquoi je suis la seule et unique personne qui ait le courage de pénétrer dans la villa. Une touriste s'écrie. Et si nous allons dans le lieu le moins sinistre, je crois que je vais m'évanouir. La municipalité devrait démolir ce lieu maudit. Mais justement, il en est fortement question. La municipalité socialiste n'entend pas laisser Bagheera subir la malédiction de Don Francesco. On devrait s'ouvrir le parc pour en faire un lieu de loisirs et de détente, y organiser un jardin d'enfants. De conseillers municipaux vont faire mettre aux voix le projet de détruire la villa des monstres, jusqu'à ses dernières fondations. Aux dernières nouvelles, ce projet n'a pas vu le jour, sans doute par peur que quelque chose de maléfique. La villa des monstres attend votre visite. Et voilà. J'espère bien que cette petite histoire vous a plu et qu'elle vous a plongé dans l'effroi le plus total. Bref. À présent, passons à la 2e histoire. J'espère que vous êtes en immersion totale pour écouter cette petite histoire, car moi, Clicquot, le fantôme clown, espère bien que vous avez tremblé d'effroi, car ce qui suit dans cette petite histoire risque bien de vous arriver si vous avez vendu votre âme au diable, ou bien si vous vous amusez à jouer au paranormal alors que vous ne devriez pas. Peut-être que le diable lui-même viendra de l'enfer et vous fera subir ce qui a subi la personne présente de cette histoire. Bref, cette histoire s'intitule Partie en fumée. Cette histoire s'intitule Partir en fumée. Bonne nuit, maman. Dors bien. Je viendrai demain vers 16h. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à m'appeler. Mais de toute façon, Madame Lacroix est là pour t'aider. C'est ainsi que le docteur Romanix prend congé de sa mère, Adélia Romanix, âgée de 84 ans. Adélia Romanix, depuis quelques mois, n'est plus capable de vivre seule.
Elle perd peu à peu la tête, comme on dit. Et il a fallu envisager une solution à ces problèmes. Le plus simple, à sembler, était de louer une chambre avec une salle de bain chez Lacroix. Ainsi, elle bénéficie d'un environnement familial tout en gardant une certaine indépendance. Son fils, le docteur Romanix, est célibataire et trop souvent absent pour pouvoir veiller sur sa chère maman. La chère maman n'a d'ailleurs pas un caractère facile. Avec les années, elle se montre de plus en plus difficile à vivre. Elle s'exprime haut et fort. Ah oui, cette Madame Lacroix, parlons-en avec ces chiens qui courent partout. J'ai l'intéresse moins que ces sales bestioles. Et cette manière de vouloir à tout prix m'appeler par mon prénom. Adélia par-ci, Adélia par-là. Et puis le matin, elle me sert toujours un café lait au lait froid. Ça me tape sur le foie. Mais non, maman, tu as la fâcheuse manie de t'endormir en faisant tes mots croisés au lieu de prendre ton petit déjeuner. Bon, il faut que je file. À demain. Et j'aimerais tellement que tu perdes l'habitude de fumer, surtout quand tu es déjà étendu sur ton lit. Ça peut être très dangereux. J'ai commencé à fumer à 15 ans. Et c'est le seul petit plaisir qui me reste. Ça et la télé. Alors si tu le permets, laisse-moi vivre comme je l'entends. Bonsoir. Adélia Romanix se concentre sur le programme de la télévision. Pour elle, la cause est entendue. Pascal Romanix hoche la tête d'un air à dire « Sacrée tête de mule, enfin c'est ma mère, il faut pour la prendre comme elle. » Adélia Romanix était étendue sur ton lit, en chemise de nuit sous la robe de chambre en laine et des Pyrénées. Elle a les pieds nus dans ses babouches roses et bleues que son fils lui a rapporté d'un voyage en Italie. À côté d'elle, sur le couvre-pied, son programme télé, la télécommande, son paquet de cigarettes blondes, son briquet, son cendrier. Pascal Romanix se penche pour l'embrasser sans qu'elle daigne lui jeter un regard. Il ignore qu'il embrasse sa mère pour la dernière fois. Le lendemain matin, le soleil brille et Madame Lacroix s'approche de la chambre de Madame Romanix. Elle porte un plateau de bois recouvert d'un joli napperon. Sur le plateau, un grand bol de café au lait, des petits pains, une jatte de confiture, un pot de porcelaine avec un supplément de lait, quelques morceaux de sucre dans un sucrier de verre et un vase soliflore avec une jolie rose. Madame Lacroix soupire. Espérons qu'elle sera de bonne humeur ce matin. Il va encore y avoir quelque chose qui va lui déplaire. Pas facile à contenter cette pauvre Adélia. Tout en tentant et en tenant le plateau en équilibre, Rosette Lacroix frappe d'un doigt léger sur la porte de la chambre. « Adélia, c'est l'heure du petit déjeuner. » Aucune réponse. Rosette Lacroix insiste. « Adélia, êtes-vous réveillée? C'est moi, Rosette. Vous m'entendez? C'est l'heure. » Toujours aucune réponse. Rosette Lacroix coince le bord du plateau sur la serrure de la porte. Elle ressent une impression de forte chaleur en touchant le panneau de bois bizarre. Elle approche la main de la poignée de cuivre de la porte. Un cri de douleur lui échappe. La poignée semble chauffer à blanc. La brûlure est si vive qu'elle lui fait lâcher le tout petit déjeuner. Et voilà le bol, le café au lait, la rose par terre au milieu des débris de verre et de porcelaine. Déjà, la paume de sa main enfle. C'est une brûlure au 2e degré. Rosette en reste muet d'étonnement. Elle appelle « Adélia, Madame Romanix, vous m'entendez? Qu'est-ce qui se passe ?» Rosette enveloppe sa main brûlée dans un napperon qui recouvre le plateau. À travers le tissu, elle ressent encore la chaleur de la poignée métallique, mais la porte refuse de s'ouvrir. Et toujours cette chaleur intense dans le panneau de bois. Même le mur est brûlant, comme si la chambre était un four. Rosette Lacroix courut dans le couloir et s'y précipite vers les ouvriers qui creusent une tranchée dans la rue, juste devant son pavillon. « Au secours! Venez vite! Il y a feu dans la chambre! J'ai peur! Il y a une dame âgée qui est enfermée là !» Les ouvriers lâchent leurs outils et suivent Rosette. L'un d'eux lui conseille « Allez appeler les pompiers! C'est eux que ça regarde !» Mais Rosette veut savoir. Elle accompagne les ouvriers jusqu'à la chambre d'Adélia Romanix. Les deux solides maghrébins enfoncent la porte d'un coup d'épaule.
Puis il reste figé sur place devant le spectacle de la chambre d'Adelia Romanix. De tout ce qu'il reste de la chambre d'Adelia Romanix. Ben, madame, qu'est-ce qui a pu se passer là-dedans? Rosette Lacroix est incapable de donner une explication. Pourtant, il lui vient une idée. Quelle horreur. Elle a dû s'endormir avec une cigarette allumée. Ce n'est pas ma faute de lui avoir prévenu. Son fils, qui est médecin, n'arrêtait pas de lui dire de ne pas fumer au lit. Mais même pour quelqu'un qui ignore toutes les lois du feu, la scène est étrange. Premier détail, la fenêtre de la chambre est gras. Et elle est grande ouverte. Rosette remarque. Mais comment est-ce possible? Il n'y a eu aucune fumée à l'extérieur. Personne n'a vu de flamme. Les voisins m'auraient averti. Au moins que la fenêtre ne se soit ouverte qu'à la fin, sous l'effet de la chaleur. Les pompiers arrivent alors et constatent bien sûr qu'il est trop tard pour faire quoi que ce soit pour la pauvre Adélia. Elle est morte. Et morte carbonisée. Enfin, madame, qu'est-ce qu'il y avait comme chauffage dans cette chambre? Rosette Lacroix répond au capitaine des pompiers. Un chauffage normal. Tenez, regardez vous-même. C'est un radiateur branché sur la chaudière HUL de la maison. Il est intact. Pas la moindre trace de brûlure. À mon avis, cette pauvre Madame Romanix a plutôt mis le feu à sa robe de chambre en fumant. C'était son vice. Impossible. Il s'est passé quelque chose d'anormal. Quelle était la taille de la victime? Oh, c'était une femme encore assez forte. Elle devait mesurer 1m78 et peser bien 80 kg. Eh bien, vous voyez ce qu'il reste? 5 ou 6 kg de cendre au maximum. Saviez-vous quelle température est nécessaire pour réduire quelqu'un à si peu de choses? Au moins 2000 degrés. Voyez-vous quelque chose qui puisse développer cette énergie? Rosette Lacroix ne voit pas. Pas plus que la police d'ailleurs. Alors qu'elle arrive sur les lieux, l'inspecteur Hardisson prend l'enquête en main et reste perplexe. Pensez-vous que la victime ait pu avoir des ennemis? Pensez-vous que quelqu'un ait pu s'introduire dans la chambre pour la faire brûler vive? Brûler vive? C'est impossible. Mais elle aurait crié, appelé à l'aide, comme on dit. C'était du genre forte gueule. Et je doute qu'elle soit laissée faire sans rien dire. Le capitaine des pompiers fait remarquer que la défunte Adélia Romanix, ou du moins ce qu'il en reste, est dans la position classique d'une personne qui se relaxe devant la télévision. Aucune trace de lutte, ni même d'émotion. Mais enfin, qu'est-ce qui a pu consumer cette pauvre vieille femme complètement de cette façon? L'aurait-on arrosé d'essence? Si on l'avait arrosé d'essence, vous n'auriez pas pu dormir sur vos deux oreilles jusque demain matin. Toute la maison aurait flambé en quelques minutes. Regardez la télévision, elle est encore allumée et la télécommande est intacte sur le lit. Mais la pendule s'est arrêtée net sur 1h30. Le matelas a brûlé uniquement sous le corps. Ce qui reste du corps, c'est-à-dire bien peu de choses, un crâne réduit comme celui d'un givaro, le pied droit et quelques vertèbres. Tout le reste est réduit en cendres. Le capitaine des pompiers fait remarquer que les murs de la chambre sont encore chauds. Comme c'est étrange, les murs sont noirs de suie, mais seulement à partir d'1 mètre du sol. Pourtant, la chaleur a fendu en trois le grand miroir de l'armoire de glace qui est à 4 mètres du lit. Cependant, le brasier ne semble pas s'être étendu au-delà d'1,50 m autour du lit. Quoique, les descentes du lit soient intactes. Pas tout à fait, regardez là. Il y a une trace de brûlure d'1 centimètre. Rosette Lacroix affirme. Cette brûlure n'était pas là hier. Je surveillais Adélia de trop près. J'aurais saisi la moindre brûlure de cigarette comme prétexte pour lui interdire de fumer. Après, les pompiers et la police, ce sont les assurances qui reprennent l'enquête à zéro. Mais impossible de trouver la moindre explication rationnelle à cette mort. Tout ce que l'on peut affirmer, c'est qu'Adélia semble s'être consumée de l'intérieur, soudainement, et qu'elle n'a pas pu réagir. On ne peut même pas affirmer qu'elle ait souffert. Adélia Romanix semble simplement s'être mise à dégager une chaleur de 2000 degrés.
On évoque alors d'autres cas de combustion spontanée enregistrés et analysés dans différents pays, notamment aux États-Unis et en Angleterre, où les premiers cas recensés remontent à la première moitié du XIXe siècle. Certains sont aussi été consumés et constatés en Inde. Parfois, la victime a entièrement brûlé, sans que les vêtements aient été roussis. Une autre a brûlé sur la chaise de sa cuisine. Une autre s'est enflammée sous les yeux de sa sœur, épouvantée par le phénomène. Peut-être un jour trouvera-t-on le commun dénominateur entre ces morts étranges. Peut-être découvrira-t-on une raison physique pour que des êtres, la plupart du temps des femmes, d'un certain âge s'enflamment spontanément et se carbonisent instantanément sous l'effet d'une chaleur insoutenable, qui n'épargne pourtant les objets même inflammables qui se trouvent à proximité. Jusqu'à présent, le mystère reste entier. Voilà. J'espère que cette petite histoire vous a terrifié comme il se doit. Car moi, si je n'étais pas déjà mort, je le serais. Mais bon. Bref, ainsi se termine ce nouvel épisode de Nuit d'horreur. Et j'espère bien vous revoir dans un autre épisode d'ici peu de temps, pour vous plonger à nouveau dans une nuit de terreur. À bientôt, les petits. On se revoit dans vos rêves.